je suis à moitié endormi. C'est lié à une journée de merde hier, qui s'est terminée tardivement après beaucoup d'ennuis. Donc, cela étant, j'ai essayé il y a un an ou deux de faire un peu une classification dans les jeux les plus étranges du grog, classification qui est notablement perfectible, mais bon voilà. Je commence par les univers surprenants. Alors, j'en ai mis quelques-uns. Par exemple, celui-ci est très ancien, c'est un très vieux jeu de rôle, Bunnies and Burrows. Vous jouez des lapins. Vous jouez des lapins. Bunnies, c'est les lapins, et Burrows, c'est les terriers de lapins. Alors, c'est les jeux de l'époque, c'est-à-dire qu'il fallait tout ce qui soit fait en 2 mots, avec la même initiale et entre les deux. Hein, parce que Donjons et Dragons avait lancé la mode. Donc, on a fait Man, Myth and Magic, Sword and Sorcery, etc. Donc, Bunnies and Burrows, vous jouez des lapins intelligents. Des lapins qui ont des pouvoirs magiques, qui ont des capacités à faire des potions magiques, par exemple un peu d'alchimie avec certaines plantes, etc. Mais à part ça, vous jouez des lapins. Et l'élément caractéristique quand même de ce jeu, c'est qu'il n'y a absolument aucun humour. Vous jouez sérieusement des lapins dans votre garenne. Okay, à part le fait qu'il y a 2-3 pouvoirs magiques, il est encore très limité. De toute façon, il s'agit de jouer des lapins, point barre. C'est pas du second degré, c'est pas de l'humour, c'est pas... Non, vous jouez sérieusement des lapins. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que plus personne n'oserait proposer ça. Ou alors un truc vraiment décalé. Je veux dire, les légendes de la garde, ok, vous jouez des souris, mais c'est des souris qui ont des armes, c'est des souris qui ont un but, qui ont des déficités, etc. Non, là, vous jouez juste des lapins. Dans la garenne. Ok, bon, d'accord. Alors, voilà l'univers que je vais placer dans les surprenants. Alors, j'ai mis ici Dog in the Vineyards pour celui qui... Alors, c'est un jeu qui est très hype pour ceux qui connaissent. Le commun des rôlistes n'a jamais entendu parler. Alors, vous jouez chez les Mormons au 19e siècle et vous jouez la police religieuse des Mormons au 19e siècle. C'est quand même assez pointu. En fait, je ne suis pas sûr qu'il y ait une police religieuse chez les Mormons au 19e siècle. Mais voilà, vous jouez une police religieuse itinérante chez les Mormons au 19e siècle et vous passez de village en village pour résoudre les problèmes qui sont généralement révélés par votre simple présence. Et vous êtes là pour résoudre les problèmes tout en respectant la morale très stricte des Mormons et dans un univers où un peu les Mormons ont gagné, donc il n'y a pas trop le reste des États-Unis. C'est juste chez les Mormons. Voilà, c'est pointu, c'est particulier. Alors, après, moins pointu, Pokitulu. Oui, c'est le croisement limpide des Pokémon et de l'appel de Cthulhu. C'est pas le premier croisement auquel vous penseriez, mais c'est celui-là. Pokitulu. Alors, vous voyez qu'ils ont un tout petit peu changé de slogan, ils vont tous vous attraper. Parce que c'est quand même Pokitulu, quand même. Et donc, bon, je vous laisse juste imaginer à partir de l'image de quoi il s'agit. Alors, le dernier, celui dont je parlerai le plus, c'est quand même Diana, Warrior Princess. Alors, il s'agit de notre monde, mais connu dominant dans le futur et uniquement par la lecture d'une collection incomplète de tabloïds. Du coup, il y a quelques confusions. Et donc, il s'agit de la princesse guerrière Diana, Lady Diana, qui combat sa grande ennemie, la reine des vampires de Londres, Margaret Thatcher. Et tout l'univers est comme ça, un abominable mélange de notre monde, du film et de n'importe quoi. Et donc vous avez, je sais plus, vous retrouvez comme ça plein de personnages, mais complètement transformés, quoi. Il y a Elvis qui se balade, il y a Tony Blair qui se balade, mais Tony Blair c'est plus du tout celui que vous croyez, et ainsi de suite. Et c'est autour du personnage de Diana, la princesse guerrière, et de ses aventures. Et donc vous voyez d'ailleurs ce slogan, action, aventure, anachronisme. Hein, tout est dit. Il s'agit vraiment de, voilà, vous savez tous les tabloïds du genre Elvis s'est réincarné en chien à 2 têtes dans la maison de la voisine, ben voilà, c'est ça, mais des gens qui ne savent pas du tout. Donc ils mélangent ça avec ce qu'ils ont trouvé ailleurs. Et donc vous jouez dans cet univers-là. Donc voilà, ça c'est ma petite catégorie univers surprenant. Il y en aurait plein d'autres, mais on va passer à la catégorie suivante. Les règles bizarres. Alors les règles bizarres, c'est un autre monde. Alors vous avez des règles bizarres dans Sketch. D'ailleurs Sketch c'est un jeu qui est réellement joué. C'est le jeu qu'un des membres du GROG utilise régulièrement en convention pour faire jouer tout le monde. Alors une des caractéristiques de Sketch, c'est que en fait ça se passe
à Sketch Park, dans la ville de Sketchopolis, sur la planète Sketch. Il y a une idée derrière. L'idée, c'est que vous allez dessiner votre personnage. Et ses pouvoirs dépendent de ce que vous allez dessiner. Vous dessinez un super-héros. Si vous ne savez pas dessiner, c'est pas grave, vous dessinez en bâton. Et vous jouez votre super-héros. Et vous luttez contre des super-méchants qui sont également dessinés. Alors par le MJ, et ou parfois quand il est fourbe comme notre MJ favori, en fait lui, chaque fois qu'il croise un illustrateur sur un salon, il lui demande de lui en faire un ou deux. Donc il a une collection de super-héros, de super-méchants. Alors bien sûr les super-méchants ne sont jamais flingués parce qu'il faut pouvoir continuer l'histoire, donc ils reviennent indéfiniment. Mais tout le principe de Sketch, c'est quand même que vous êtes là pour jouer ce que vous dessinez. Même si vous ne savez pas dessiner, ce n'est pas grave. Il y a aussi des silhouettes qui vous sont fournies, des éléments que vous assemblez. Voilà, vous le débrouillez, et vous l'avez représenté en train de voler, ok, il a le pouvoir de vol. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de principe Sketch. Donc c'est une règle particulière. Alors, autre règle particulière, Dread. Dread, c'est un jeu d'épouvante. Et l'idée, c'est de reproduire le mécanisme des films. Hein, tu nous dis qu'on peut pas faire, qu'on peut faire en jeu de rôle des choses qu'on ne fait pas ailleurs, mais là, il s'agit vraiment de reproduire le mécanisme des films. Vous savez, le mécanisme où la tension monte, les choses deviennent dangereuses, puis il y en a qui se fait flinguer dans le groupe, et on se planque, et puis voilà, on repart. Alors dans Dread, le mécanisme, c'est qu'il y a une tour de Jenga. Chaque fois qu'un joueur fait quelque chose, il doit enlever une tuile. Celui qui fait effondrer la tour est mort. On reconstruit la tour et on repart. Voilà, comment avoir une montée de tension au fur et à mesure que la tour devient instable, un mort, et on recommence. Dread, une règle particulière. Alors, ça, c'est la version japonaise, mais en fait, il a été traduit en anglais, il est disponible en anglais. Ça s'appelle Made. Et alors, il n'y a pas d'univers, parce que vous jouez dans un manoir, mais le manoir peut être médiéval, fantastique, gothique, moderne, futuriste, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que dans ce manoir, il y a un maître et il y a des maids, des servantes. Vous jouez les servantes. Le but des servantes est de gagner la partie en étant celle qui a le plus fait de lèche-botte au maître. Je résume. La récompense étant que la fois suivante, c'est vous qui jouez le maître. Et bien sûr, le maître, c'est le MJ. Et donc, c'est un jeu où officiellement, vous gagnez des points pour faire un maximum de lèche au MJ. Alors après, il y a des subtilités particulières. On va parler d'objets magiques. Et ayant eu le jeu entre les mains, j'ai pu constater qu'il y a un objet magique en particulier. C'est un œuf vibrant dont l'utilisation exacte est inconnue. Mais nous dit-on, celles des maîtres qui arrivent à découvrir son secret en sont très satisfaites. Mais voilà. Mais à part ça, le jeu, c'est ça. C'est vous jouez des maîtres. Potentiellement, vous pouvez inverser les siècles, ça ne pose pas de problème. Ou ne pas les inverser, comme vous voulez. Mais de toute façon, vous êtes là pour faire plaisir au MJ, qui joue son maître. Et puis, ben voilà, vous le servez, vous l'aidez, vous le massez, vous le faites faire, et voilà. Et vous gagnez des points, et à la fin de la partie, celui qui a fait le plus de lèche au MJ a gagné. Et alors oui, ça peut déraper. Est-ce qu'ils ont fait la version GN? Ça, il faut demander à ceux qui faisaient les conférences tout à l'heure. J'avais exactement la même question. Mais je pense que tu as des idées sur la question, c'est ça? Tu t'imagines déjà si c'est pas déjà fait, entouré de... Je pense que c'est déjà fait. Voilà. Donc Made, alors Made donc a été traduit en anglais. Alors j'ai mis aussi Hog, Land of Hog. C'est un vieux jeu où vous jouez des hommes préhistoriques. Et je le mets là pour une règle particulière. Le reste, peu importe, mais la règle particulière est votre vocabulaire est limité. Vous êtes des hommes préhistoriques. La parole n'a pas entièrement été inventée encore. Donc votre vocabulaire est limité à 18 mots, parmi lesquels, je ne sais pas, manger, dormir, taper, etc. Et vérisimilitude qui est le 18e. Bon, on va dire que vous avez plutôt 17 mots de vocabulaire. Et donc ça veut dire que les joueurs doivent, pendant toute la partie, se limiter à ces 18 mots. Débrouillez-vous pour dire tout ce que vous avez à dire avec ces 18 mots. Le MJ aussi? Alors, le MJ, je ne sais pas. Je crois que non. Je crois que c'est strictement limité aux joueurs. C'est eux les hommes préhistoriques. Ils ont 18 mots. Débrouillez-vous. Y compris vérisimilitude. C'est important. Alors, le dernier que j'ai mis, c'est Kobold at my baby. Littéralement, les kobolds ont mangé mon bébé. Vous jouez les kobolds. Les kobolds sont très bêtes, les kobolds sont très faibles. Les kobolds passent leur temps à mourir et il y a une table des morts atroces de kobolds. Et à la moindre erreur, vous jouez sur cette table et puis vous recréez un kobold après.
Et vous, entre autres choses, oui, le titre ne ment pas, vous pouvez gagner des points en fauchant et en bouffant des bébés. Mais en plantant aussi régulièrement, et puis il y a un roi des kobolds qui vous du mal. Mais voilà, j'aime bien le principe de jouer des kobolds avec la table des morts atroces de kobolds. Vous jouez un perso qui est faible, qui est nul, et qui est là pour mourir régulièrement. De façon, si possible, très spectaculairement atroce. Alors voilà, ça c'était les jeux étranges. Et puis après on arrive dans les cas graves. Vraiment. Dans les cas graves, oui, j'ai commencé par les trucs inoffensifs. Alors, dans les cas graves, j'ai essayé de ne pas être trop limitatif, donc il y a un français. Puis il y a plein d'américains. Alors, le français que j'ai mis là-dedans, c'est Magus. Le jeu de toutes les magies. Que son auteur, comment ça s'appelle, vendait sur l'idée qu'il y avait plus de 40 systèmes de magie différents. 40 magies différentes avec chacune un système de règles différentes. Alors, en même temps, ça peut être difficile à gérer pour le MJ. Mais bon, c'était l'argument de vente. Le problème, c'est que vous vendez le jeu sur cet argument, vous achetez le jeu, ne serait-ce qu'en vous disant je vais trouver plein d'idées pour mon propre jeu, je vais trouver plein de systèmes de magie intéressants. En fait, il y en a 6. Tous les autres, c'est pour un supplément. Alors, rajoutez à ça les paroles immortelles du MJ quand il venait faire des démos en convention et qui commençait par dire aux joueurs alors, pour ce qui est du roleplay, dans mes parties, c'est simple, il n'y en a pas, ça ralentit le jeu, je suis contre. Ça calme. Ajoutez à ça qu'au moins une des démos qu'il a fait est restée célèbre parce que suite à une démonstration de capoeira précédente, il pissait le sang pendant la partie. Rajoutez à ça des descriptions du genre ouais, le scénario, le background, il n'y en avait pas. Le scénario, c'était aller chasser le lapin que le roi veut. Et le lieu où ça se passe, ben, le village des lapins avec leur alcool de carottes, oui, voilà. Et le PNJ principal, ben, un pigeon. Ok. Donc le jeu auto-édité a été un échec sanglant. C'est le cas de dire. Ah oui, tout à fait. Et le MJ, et tout ça a disparu de l'univers. Mais bon, c'est typiquement le genre de jeu qui fait marrer dans un groupe de joueurs, mais qui ne devrait pas sortir du groupe de joueurs, ou en tout cas pas sans passer par un éditeur professionnel qui est capable de lire et de dire non mais ça non, ça non plus, ça non plus, ça tu le réécris, et puis ça on va le tester avec d'autres MJ que toi. Là, voilà, il s'est sorti de son groupe pour arriver directement dans le grand public qui a fait non. Juste non, tu rentres chez toi. Mais il a fait des démonstrations, j'ai vu le jeu en vente à Lyon il y a 6 années. Il a sorti des... Pardon? On a eu la joie de le recevoir aussi. Vous l'avez eu à Orchidée aussi? Et alors c'était bien? J'ai pas joué, j'ai lu le bouquin, ça vaut des points. Oui, j'ai cru comprendre que c'était terrible. Ah, et puis il y a les dessins en plus. Voilà. Alors, là je mets Cyborg Commando, qui est quand même une œuvre Springer et Gigax. Donc en théorie, ça devrait évoquer des choses, mais en fait non. Alors, en fait, d'abord, il n'y a pas que Giga et Gigax, ils sont 3. Et il y a des choses dedans qui posent problème, mais qui sont visuellement pas de lui, parce que lui, il a commencé les études d'histoire et puis ou de littérature et jamais mené au bout. Or là-dedans, il y a des pages d'analyse statistique qui ne peuvent pas être écrites par quelqu'un qui n'a pas fait quelques années de maths et de stats. C'est un système de jeu, vous avez des compétences en pourcentage, vous lancez 2 des 10, vous les multipliez l'un par l'autre pour obtenir votre pourcentage. Et vous avez une page d'analyse statistique qui vous explique les effets en jeu de ceci. C'est-à-dire qu'en gros, progresser dans votre compétence de 10 à 20% change beaucoup plus vos chances de succès que de progresser de 70 à 80. Il y a une courbe de progression qui est non linéaire, et puis il y a une granularité, parce que évidemment, tout ce qui est nombre premier, il ne faut pas l'obtenir par une multiplication. Enfin voilà, vous avez un système comme ça. Ouais, ok, pourquoi pas, mais bon, vous savez, 2D puis regarder les résultats, c'est pas mal non plus. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils font évoluer le monde pendant 40 ans. L'évoluer, par exemple, démographiquement, région par région du monde, ils font évoluer la population pour créer leur univers qui est futuriste. Puis une fois qu'ils ont fait cette évolution, il y a les extraterrestres qui débarquent et qui tuent une grande partie de la population. Ce qui fait que finalement, on se demande à quoi sert l'évolution, à part à montrer les compétences de l'auteur, parce que fondamentalement, après, vu les dégâts faits par l'invasion extraterrestre, les chiffres pourraient être aléatoires. C'était la partie Gigax. Alors, peut-être.
Bah, la partie, je sais pas, mais l'évolution démographique, je pense que c'était pas lui parce qu'ils ont vraiment pris les calculs, ils ont vraiment pris les taux de croissance démographique, la théorie de la transition démographique, etc. Essayer de faire une évolution, mais qui sert à rien, quoi. Qui sert absolument à rien. Ensuite, vous jouez ça, c'est-à-dire, en fait, le cerveau du gars n'est pas ici. Hein. J'allais dire, c'est symbolique, il est enfermé là-dedans. Tout le reste est électronique. Il a des armes jusque dans le bout des doigts, dans la paume des mains, dans les yeux, enfin voilà. Il est intuable. Vous jouez donc un cyborg de combat, un cyborg commando. Et les scénarios qui sont proposés sont, alors, premier scénario, vous tendez une embuscade à l'ennemi. Deuxième scénario, l'ennemi vous tend une embuscade. Troisième scénario, vous attaquez les ennemis. Quatrième scénario, l'ennemi attaque votre base. Cinquième scénario, vous êtes en patrouille, vous tombez sur l'ennemi. Enfin, voilà. Et je crois qu'il y a en tout 6 scénarios proposés. 6 scénarios type en une phrase chacun. Je vous l'ai donné, la phrase du scénario. Et vous jouez ça. Alors déjà, on peut se demander comment quelqu'un comme Garage Gigax a pu ne pas avoir l'absence totale d'intérêt ludique de ce jeu. L'étape suivante, c'est quand même de regarder que dedans, il y a une liste des compétences. Et en fait, c'est pour un autre jeu, c'est pas pour celui-là. Parce que c'est une liste des compétences où il y a plus d'une centaine de compétences différentes et dont la plupart d'entre elles ne servent à rien à un gars qui n'est plus qu'un cerveau là-dedans. Il y a une compétence art de l'amour. Vous l'avez vu là? Il y a une compétence LBC gosse. Non mais c'est un cerveau là. Enfin pas de gosse. Il y a une compétence, une compétence médecine vétérinaire. Non mais en fait il y en a plusieurs. Parce qu'il y a la spécialisation vétérinaire marin. À niveau marin. What? C'est un cyborg commando. En fait, c'est quelqu'un qui, visiblement, quelqu'un s'est donné la peine de faire une classification de tout savoir humain, genre Dewey pour les bibliothécaires, classification du savoir humain qui a été plaquée là, mais pour 90% est absolument inutile pour les joueurs. Qu'est-ce que vous voulez que les cyborgs apprennent la biologie marine, les arts de l'amour, quoi. Et donc voilà, vous avez ce genre de choses dans le jeu et vous ne savez pas du tout quoi en faire. Et alors la boîte vous annonce qu'il y en aura deux de plus. La deuxième, vous ne jouez plus les cyborgs commandos, vous jouez les robots de combat géants. Et la troisième, je ne sais pas. C'est pas annoncé, je soupçonne que c'était piloter des vaisseaux. Mais voilà, la deuxième n'est pas sortie, la troisième non plus. Et sur les trois auteurs, bon, un c'est Gigax, il a fait autre chose après. Le deuxième, j'ai pas retrouvé sa trace. Et le troisième, il tient une chaîne de boulangerie. Je peux vous dire, j'ai cherché. J'ai trouvé, il tient une chaîne de boulangerie au nord des États-Unis. Donc voilà, c'est un ovni. Alors celui-ci, c'est vraiment la couverture. Hein. C'est pas une blague, c'est la couverture et il n'y a pas de logo sur la couverture non plus. On ne l'a pas modifié, c'est sa couverture. Ça s'appelle Empire of Satanis et c'est écrit par un gars qui explique qu'il existe une église de Cthulhu et qu'il en est le prêtre et le fondateur. Et apparemment, c'est pas du second degré. Et vous jouez des adorateurs de Cthulhu dans un monde intermédiaire entre Cthulhu et le nôtre. Enfin voilà. Empire of Satanis. Et la couverture est très moche, on est d'accord. Mais c'est jouable. J'ai pas essayé. Je te laisse. Non, c'est le pitch me plaît. Et tu peux aller voir. Mais le truc flagrant, c'est quand même que le gars se prend au sérieux en tant que prêtre de Cthulhu. Ce qui est surprenant. Et voilà, appeler ça Empire of Satanisme, parce qu'à mon avis, il mélange bien le satanisme avec Cthulhu. C'est intéressant. Après, on arrive à la trilogie le pire du pire, chacun pour des raisons différentes. Spawn of Fashion, c'est un jeu qui est resté légendaire aux États-Unis suite à une polémique. Au départ, ce jeu sort en boutique, en petit nombre. Un magazine de jeux de rôle fait une critique en disant c'est une calamité, c'est une catastrophe. À plein d'endroits, on dit aux joueurs, enfin au gars qui veut créer son perso, de se référer à des tables qui n'existent pas. À d'autres endroits, on lui dit débrouillez-vous à inventer ce qui manque. C'est totalement incohérent, c'est injouable, c'est super complexe dans les parties qui existent et les parties qui n'existent pas, elles n'existent pas. Un autre magazine dit vous n'avez rien compris les gars, c'est du second degré. Il a fait une merveilleuse parodie, une caricature des pires jeux de rôle actuels. Ça ne peut être que du second degré. D'où débat aux États-Unis pendant des années, parce que l'auteur n'intervient pas, il est inconnu. Et puis, de nombreuses années après, l'auteur, un jour, est contacté par quelqu'un qui lui dit « Est-ce que vous êtes l'auteur de Spawn of Fashion ?» Alors il dit « Bah oui, c'est moi, mais pourquoi, comment vous le connaissez, etc. » Et il apprend
qui a un débat incessant, qui a presque une œuvre culte. Alors, en bon américain, qu'est-ce qu'il fait? Une deuxième édition. La même, plus une page d'introduction qui explique l'histoire du jeu. Donc l'histoire du jeu, c'est que c'était un travail collaboratif, et puis que le groupe s'est disloqué, et qu'il s'est retrouvé avec les brouillons de tout le monde, et qu'il a simplement publié les brouillons. En vrac. Sans aucun effort de mise en cohérence de quoi que ce soit, ni de contenu. Et alors, il y a un gars qui, quand même, héroïquement, a créé un perso à ce moment Facha. Il l'a raconté. J'ai une question. Oui. La deuxième édition, Oui. à part la page d'introduction, c'est la même que la première ou c'est Bien sûr, c'est totalement la même. Ah ouais. Même la couverture est la même. La couverture est la même, simplement, évidemment, elle vaut 10 fois moins cher. Parce que l'autre était devenu culte, donc elle était très recherchée. Donc, il y a un gars qui a créé un perso à Spawn of Fasha. Il raconte ça, c'est absolument épique. Le mec, il faut lui offrir des médailles, même pas en chocolat. Parce qu'il passe un temps fou à arriver à se débattre, et finalement, il arrive à créer le seul perso qui est à peu près possible de créer, parce que tout le temps, on tombe sur un truc qui manque. Et une fois qu'il a fini de créer son perso, mais ça lui a pris l'après-midi, il tente un combat contre un des rares monstres décrits, c'est-à-dire un gros rat, et au premier round, le gros rat lui saute à la gorge et le tue. Voilà, fin du perso. Spawn of Fashan. Alors, l'histoire du nom, Fashan, le gars préparait un roman et, sur un monde Medfan, et puis il avait l'idée que ce serait un travail collaboratif, donc chacun créait son propre monde qui serait dérivé du sien, et donc qui serait des rejetons de Fashan, ce que ça veut dire. Voilà, mais rien n'a été publié. Et la raison pour laquelle lui, le groupe s'est disloqué, c'est que l'auteur principal, s'étant marié, étant devenu très chrétien, a trouvé que les actions de violence dans le jeu de rôle c'était mal, et donc tout le groupe s'est disloqué à partir de là. Sauf un qui a publié les brouillons. Sans aucun état d'âme, c'est quand même une arnaque phénoménale. Et le deuxième Il y a eu les trois et les autres auteurs. J'en ai aucune idée, mais c'est des brouillons. Bref. Le fait est que quand même, il a passé une deuxième couche d'arnaque quand il a revendu le même avec une page d'explication. Alors, celui-là, vous voyez pas bien malheureusement, s'appelle World of Cinnabar. Alors Cinnabar, c'est connu pour beaucoup de choses. D'abord, la personnalité de l'auteur, qui envoyait des lettres d'insultes et de menaces à ceux qui disaient du mal de son jeu, et apparemment parfois aussi à ceux qui en disaient du bien, mais pas assez. Ça c'est normal. Hein. Alors, World of Cinnabar, c'est aussi un monde qui a, je ne sais plus, 100 000 ans d'histoire, dont 50 000 où le monde erre entre les soleils avant d'aller se stabiliser dans un système. Une bonne partie de l'histoire n'a aucune influence puisque tout a été détruit par un cataclysme. World of Cinnabar, c'est l'endroit où vous trouvez un matériau, par exemple, alors je ne sais pas si à la base c'était une convention d'école d'ingénieurs, donc peut-être certains d'entre vous ont des vagues connaissances en ingénierie, ce qui n'est pas mon cas, mais un matériau qui peut fondre à seulement la température de 108 millions de degrés Celsius, ça impressionne. Je pense que le matériau en question peut traverser le soleil et ressortir de l'autre côté intact. C'est 108 millions de degrés. Il y a un autre matériau plus solide qui est celui que les dieux ont utilisé pour construire le monde. C'est un matériau qui, alors, l'auteur se contredit, ça c'est une caractéristique de Cinnabar, il se contredit souvent, ou alors, comme l'a dit un critique, il semble considérer que le chemin le plus court d'un point à un autre pour expliquer son raisonnement, c'est de prendre l'avion. Mais voilà, mais il y a un autre matériau dont il dit d'abord qu'il est inaltérable, ensuite il dit que à, je ne sais plus, quelque chose comme 100 000 degrés et de nuit, il peut fondre une fois, et une fois qu'il a fondu, il prend sa forme définitive et ensuite il ne casse pas, il ne s'use pas, il ne s'abîme pas, il ne fond pas, point. Il n'y a pas de... voilà. Donc c'est avec ça que les dieux font le monde, oui, on comprend ce que c'est. Donc voilà, il y a des choses de ce genre dans Cinnabar. Et puis, il y a quand même, ça c'est l'illustration de couverture d'une des éditions. Alors, il y a un cyborg qui conduit une motojet, c'est écrit derrière la couverture, pendant qu'un psy-elfe repousse fait un bouclier pour repousser un drac de feu qui l'attaque. Vous gardez ça en mémoire et vous avez l'auteur qui vous explique que ce jeu est particulièrement réaliste car il est basé sur des expériences de la vie réelle. Et là, vous vous demandez quand est-ce qu'il a expérimenté ça? Je me demande ce qu'il a expérimenté. Voilà, il a expérimenté beaucoup de choses, monsieur. D'ailleurs, sa photo de lui est en armure médiévale et une épée, une bâtarde dans le dos. Oui, il y a une photo de lui dans le ouvrage. Il s'appelle Raven McCracken. Oui, aussi. Et donc voilà, c'est l'auteur de World of Cinnabar qui s'est rendu célèbre donc, par son comportement, etc. Qui, après s'être fait bien allumer
pour ce jeu, qui contrairement à d'autres est jouable. Hein. C'est le pire pour certaines choses, mais c'est pas totalement catastrophique, il est jouable celui-là. Il s'est fait oublier pendant 20 ans. Et récemment, je crois qu'il a recommencé, il a dû faire un Kickstarter pour essayer de refaire une édition du cinéma. J'en sais pas plus, je n'ai pas participé. Alors, après, on arrive quand même à l'élite fatale, célèbre dans certains cercles rôlistes. Si vous voulez vraiment vous faire mal, je vous signale qu'il est sorti sous la forme d'un PDF gratuit de 900 pages et quelques. Je l'ai. C'est une menace. Je n'hésiterai pas à le distribuer. Alors, Fatal, on peut dire qu'il y a une bonne idée, quand même si c'est le titre. Fatal, c'est les initiales de From Another Time, Another Land, d'un autre temps, d'un autre lieu. Je trouve que c'est rigolo de prendre cette expression et de prendre les initiales qui font Fatal. Jusque-là, ça va. Après, ça se gâte. Alors, par exemple, la première page de texte, c'est l'introduction, c'est le gars qui vous explique ce que c'est que le jeu de rôle. Cette page est maquettée en 2 colonnes. Vous arrivez en bas de la première colonne, il vous explique que le jeu de rôle c'est super, parce que par rapport aux autres jeux, il vous donne plus de choix. Vous avez le choix. En deuxième colonne, il vous donne un exemple. Vous êtes un jeune chevalier. Vous avez vaillamment combattu pour arriver au sommet de la tour sombre et vous trouvez une jeune femme enchaînée. Vous avez le choix. Vous pouvez la délivrer par simple bonté d'âme. Vous pouvez la délivrer en espérant une récompense. Vous pouvez négocier sa liberté contre une fellation. Freedom for fellatio, ça rime en anglais. Enfin, c'est une allitération. Vous pouvez estimer qu'elle n'est pas en situation de négocier et vous servir. Là, vous commencez à comprendre Fatal. En fait, non. Respiration au-dessus. Vous pouvez la tuer, la démembrer et vous repaître de ses entrailles. Nous sommes à la première page du livre. Voilà comment il vous présente ce que c'est que le jeu de rôle pour quelqu'un qui ne connaît pas. Ça vous permet de faire ça, sans raison particulière. Voilà, c'est la première page. Et après, vous rentrez dans un jeu de 900 pages qui vous explique qu'il s'agit de reproduire le Moyen-Âge européen et que le reste du monde n'existe pas. Qu'en conséquence, ce qui est d'influence du reste du monde n'apparaîtra pas de tatouage. Par contre, apparemment, le hashish est d'usage courant. Le Moyen-Âge européen, moi je veux. Qui vous explique que vous gagnez des points d'expérience en fonction de votre profession. Donc si vous êtes boulanger, c'est un point d'XP par 100 miches de pain cuite. Ça promet un jeu passionnant. Qui vous donne la liste des caractéristiques de votre personnage. Alors, il y a beaucoup de caractéristiques très détaillées. Le gars a manifestement mis la main sur un annuaire statistique du corps humain. Ça existe, ça sert aux architectes pour calculer les tailles le nombre de tables dans une pièce, des choses comme ça. Donc il a tout. Et il a tout transformé en règles. Alors, vous avez par exemple, dans les caractéristiques de votre personnage, deux grandes catégories, les caractéristiques courantes et non courantes, enfin d'usage courante et d'usage non courante. Dans l'usage non courant, il y a le fait d'être gaucher ou droitier. Dans l'usage courant, il y a la taille maximum et le diamètre potentiel maximum et la profondeur potentielle maximum du rectum et du vagin. Il y a la circonférence du poing. Et oui, il y a des règles pour calculer les dégâts du fist-fucking. Avec des modificateurs. Et donc, si vous voulez savoir ce que ça fait d'appliquer du fist-fucking sur un nouveau-né elfe, c'est calculable, c'est dans les règles. Vous avez une règle pour calculer le volume moyen d'une éjaculation. Le slide suivant. Non, c'est le dernier, ça. Tu crois qu'il y a pire? Non, on va y voir. Voilà. Alors, il y a plein d'autres choses dans ce jeu. Il y a le fait que si vous jouez un personnage féminin, si vous jouez un personnage féminin, déjà, entre autres choses, bien sûr, vous tirez la taille des bonnets de soutif. Hein, c'est important. Et c'est d'autant plus important qu'il y a une autre table, c'est vos chances d'être homosexuel. Et il y a un modificateur basé sur la taille des bonnets de soutif. La logique étant, en gros, celles qui passent homo, c'est parce qu'elles n'ont pas assez de poitrine pour attirer les hommes. Puisque plus vous avez de soutifs, moins vous êtes chance d'être homo. L'auteur de ce texte introduit des opinions personnelles à mon avis. Alors il vous explique aussi que c'est normal que les femmes soient moins intelligentes que les hommes dans son jeu, puisque dans la réalité on croyait que c'était vrai, donc dans son jeu ça l'est. Voilà, vous commencez à comprendre où est le problème de Fatal.
Alors, il y a plein d'autres problèmes. Il y a une célèbre critique de Fatal qui utilise cette merveilleuse formule. Dire que Fatal doit être brûlé, c'est insulter le feu. J'aime beaucoup la formule. On peut en parler des heures de Fatal, c'est absolument catastrophique, sans compter que les règles sont en plus lourdes et complexes. Donc, outre le fait qu'il détaille des choses qui n'ont pas besoin d'être détaillées, vous avez vraiment besoin de... Enfin, bon, bref, on ne va pas parler de tout ce qu'il y a dedans. Mais voilà, c'est une calamité. L'auteur est certainement malade. Il est chef statisticien d'une ville des États-Unis, il l'indique à la fin. Vraiment, il doit être malade. Il joue avec ça avec ses copains. Typiquement, c'est encore un jeu qui n'aurait pas dû sortir de la bande de copains. Mais qu'il a vendu, qu'il a essayé de vendre, parce qu'il y a eu un PDF gratuit, sans illustration. Ensuite, il a fait un PDF, il a fait un jeu papier avec illustration, et il a même fait un supplément. Mais quand même, le jeu de base, c'est plus de 900 pages, écrit petit avec pas beaucoup d'illustrations. En fait, sur le PDF, il n'y en a pas d'illustration. Donc, il faut se fader 900 pages si vous voulez vraiment lire le jeu. Mais moi non. Hein. Je suis content d'être feuilleté et puis de lire les critiques, ça me suffit. Donc voilà, Fatal est réputé pour être la calamité ambulante du jeu de rôle. Et plus vous plongez dedans, plus vous trouvez des trucs étranges. Quand il décrit différentes races, quand c'est des races plutôt bonnes, il n'a pas grand-chose à en dire. Par contre, vous saurez tout des orgies des elfes noirs ou des relations que les gnolls entretiennent avec leurs esclaves. Oui. Voilà. Je n'ai pas besoin de détailler, vous avez compris l'idée de Fatal. Donc, alors, apparemment, il y a une rumeur, je ne sais pas si c'est confirmé, qu'il y avait un autre sens à Fatal à l'origine, et qui incluait des mots de la langue anglaise qui sont, on va dire, dans les parties réservées du dictionnaire. Je ne sais plus ce que ça veut dire, le L, je crois que c'était Lécherous, mais ce qui doit vouloir dire licencieux ou un truc de ce genre. Enfin voilà, il paraît que ça a un autre sens et que Formansortin de Hollande, c'est pour le grand public. Enfin voilà, Fatal. Fatal où voilà, vous avez toutes les règles sur ce qui arrive aux femmes quand elles acceptent de jouer à la table du monsieur. En gros, c'est ça, hein, ils fantasment sur les femmes, je suis désolé. Et puis il y a des fantasmes assez terrifiants quand vous voyez quand même ce qu'ils racontent. Ben, bref. Donc c'est le... Alors, c'est pourtant pas le pire. Enfin, il y a quelque chose que je classe pire, mais je sors de mes limites puisque c'est un jeu qui n'est pas répertorié sur le Graal. Donc c'est pour ça que je le garde en dernier en conclusion. Il s'appelle Rimbowa. Alors c'est la première syllabe du nom, des trois mots du nom. Racial Poliwar, la guerre sainte raciale. Et c'est exactement ça qu'il s'agit. Vous jouez des paladins, sans peur et sans reproche, qui vont massacrer les hérétiques, les mutants, etc. Et c'est un jeu, alors, relativement court, quelques dizaines de pages, écrit par un pasteur extrémiste américain pour enseigner les vraies valeurs aux jeunes américains. Blancs, égal. Uniquement blancs. Donc j'ai tendance à trouver que le projet politique de celui-ci le rend pire que les autres. Mais celui-ci étant relativement rare, il n'a pas été édité à beaucoup d'exemplaires. Nous ne l'avons pas sur le droit. Ce n'est pas un appel à ce que vous essayez de le fichier. On s'en passe bien. Le rare. Oui. Celui-là Non, mais je... Oui. Tu as des pratiques blasphématoires. J'en ai plusieurs, mais comme ça, j'en ai ramené d'autres des États-Unis un peu dans le style. D'accord. Donc voilà, ça c'était juste pour présenter. Alors après, il y en a plein d'autres dont on pourrait parler. Je n'ai pas mis là. Mais voilà, si vous avez des questions. Et si quelqu'un, je suis encore là demain avec l'ordinateur, si quelqu'un veut Fatal. Et je décline toute responsabilité dans les dégâts. Et oui. Est-ce que tu as la version illustrée ou pas? Alors moi j'ai la version PDF gratuite, donc il y a peu ou pas d'illustration. J'ai la version PDF gratuite, celle que je peux faire circuler sans violer quoi que ce soit. Mais donc Aowa sera affiché... Bah, le jour où quelqu'un l'aura trouvé, je crois qu'il est sorti en très peu d'exemplaires, mais si Vente se propose de nous le ficher. Je passe sur le web, je peux pas. Oui. Comment tu crois qu'on y rentre? Bon, on rappelle que le drogue accepte les fiches de tout le monde et de n'importe qui. Il suffit d'envoyer la fiche et puis on la met en forme et on la met en ligne. C'est participatif. Donc voilà, si vous avez des questions sur certains de ces jeux, Made donc, est disponible en anglais. La plupart de ces jeux ne sont plus disponibles. Celui-ci est dans ma collection. C'est moi qui ai fait la fiche. Et je vous assure que vraiment, enfin, ça fait mal de lire le truc et de se dire non mais pourquoi il y a ça comme compétence?
Pourquoi il y a des pages et des pages de compétences pour jouer des cyborgs commandos? Qu'est-ce que les compétences décoration d'intérieur? C'est à peu près ça, quoi. Il faut être un peu masochiste en fait pour lire ce genre de jeu. Bah, en fait, je l'avais, je sais plus depuis quand. Et à la mort de Gary Gygax, je me suis dit, il faut quand même que je fasse une fiche d'un bouquin de Gary Gygax. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et il y avait ça dans ma collection. Alors je l'ai sorti, je l'ai lu, j'ai pleuré, j'ai fait la fiche. Alors, il faut quand même saluer l'application du prog, parce qu'ils ont publié la fiche du Fatal. Oui, alors, Oui, qu'est-ce qu'il y a fait ça? alors c'est Loris qui avait fait ça. En fait, il nous a envoyé une très longue et très détaillée critique en nous disant, je n'ai pas le courage de faire une fiche neutre à la façon de Grog. Vous qui n'avez pas lu le jeu, rendez neutre ma fiche, mon texte. Et son texte est resté, en fait, c'est la première critique que vous trouvez de la fiche. C'est le texte d'origine qui a été neutralisé pour en faire une fiche. Parce qu'après l'avoir lu, il avait les yeux qui saignaient. Il s'est tapé les 900 pages. Alors, je suppose qu'il a quand même lu en diagonale certains points. Ouais, c'est vrai que c'est important à préciser, c'est que même si vous trouvez un jeu imbitable, horrible, intolérable, les mecs du Grog derrière vont vous faire chier pour que votre fiche soit correcte, carrée. Il n'y a pas de d'orthographe. Oui. Et ça, c'est violent. Ça, c'est violent. Parce que descendre en plein un jeu de merde, c'est super fun, ça fait un exercice de style. Mais ficher selon les standards de qualité du Grog, c'est bien pire que de lire le bouquin. Hein. Je peux te dire que j'ai reçu par exemple un jeu de plus de 600 pages, écrit petit avec pas beaucoup d'illustrations, auto-édité, imprimé chez Lulu, en anglais. C'est un auteur anglais qui voulait qu'il ait sa fiche, il me l'envoie, et ça lui a coûté une blinde entre l'envoi et l'impression. Et je lis le truc, et c'est une daube abominable, et je pleure, et quand même je fais la fiche. Et le mec me demande de mettre une critique, enfin de lui dire ce que j'en pense et de mettre une critique, j'évite de répondre. Moyennant quoi, très content, quelques mois après, il m'envoie le supplément. Pourquoi tant de haine? En gros, il y avait une bonne idée, enfin une idée intéressante, qui était que c'était un monde où il y avait des brumes un peu magiques. En gros, c'était l'Europe un peu transformée, comme d'habitude. Il y avait des brumes un peu magiques, et en gros, quand une créature fantastique mourait, son corps était absorbé par les brumes très rapidement, ce qui fait que la plupart, et les gens oubliaient. Donc la plupart des gens ne pensent pas qu'il existe des créatures magiques, et évidemment les joueurs sont parmi les rares qui sont capables de se rappeler, de savoir, etc. Bon, ça pouvait être intéressant. Tout le reste, c'est une netfat totalement typique, avec des règles qui font passer Rollmaster pour un jeu pocket. Soyons clairs. Il en rajoute deux fois plus de carac, de sous-carac, etc. Puis voilà. Et alors ça n'a aucun intérêt. Et vous avez 500 pages écrit petit, moins oui. J'ai jamais exploré le Grog suffisamment, mais vous avez aussi des jeux autres qu'américains et francophones. Oui. Parce que je sais qu'il y a une grande production en Italie et en Espagne. Alors, en Italie, on en a quelques-uns, en Espagne, on en a quelques-uns. On a pas mal de japonais, parce qu'à une époque, on avait un correspondant au Japon qui nous faisait des fiches. Et avec un niveau de français qui était de... Bah, il y a des collégiens qui écrivent nettement mieux que lui. Et c'était bourré de fautes. Et en fait, on pleurait, on devait passer à 3 administrateurs sur la fiche. Parce que le premier enlevait le plus gros, mais après, il ne voyait plus les fautes. Donc le deuxième repassait, et un troisième passait derrière pour être sûr qu'il n'y avait plus de fautes. Et en fait, le gars, ce n'est pas du tout un collégien. Il travaillait au Japon depuis des années, il n'utilisait plus le français. Il travaillait en anglais et en japonais, et il n'utilisait plus le français, et du coup, c'était un peu sa seule occasion d'écrire en français. Donc c'était très dur. Mais d'année en année, la gentille des manettes, qui était son pseudo, nous a fait des fiches meilleures. Mais ça nous a permis d'avoir toutes sortes de jeux japonais dont on n'avait jamais entendu parler jusque-là. On n'a plus de nouvelles de lui depuis Fukushima. Je sais pas, si. En fait, ton père l'a contacté, il lui a répondu « Non, je ne suis pas à l'endroit où ça a pété, je suis plus au sud, je vais bien. » Et depuis, il ne nous a plus fait de fiches. Je soupçonne qu'en fait, c'est un expatrié et qu'il était ramené en France. Mais voilà, on n'a plus de nouvelles de lui depuis Fukushima. Jusque-là, il nous faisait régulièrement des fiches sur des jeux japonais, parfois très improbables. Voilà pour la petite histoire de la gentille des manettes. LGD. Ouais, puis il y a la version polonaise, Alors, oui, la version on a quelques trucs en polonais. J'ai découvert 2-3 langues grâce à ça. Par exemple, j'ignorais l'existence d'une langue artificielle dérivée qui s'appelle l'interlingua, et nous avons un supplément Ars Magica en interlingua. Et on a un truc ou deux aussi dans cette langue artificielle, comment ça s'appelle?
J'ai oublié le nom, la langue qui était censée unifier. L'espéranto. L'espéranto, oui, on a un truc ou deux en espéranto aussi. Voilà, on a quelques trucs comme ça. Il y a une page du blog où vous avez les statistiques et vous avez entre autres le nombre de langues et puis le nombre de trucs. Bon, soyons clairs, 75% de ce qui est fiché est en anglaise, 25% est en français, le reste est marginal. Mais on en a dans plein de langues différentes, y compris un supplément Ars Magica en polonais. T'as du coréen ou pas? Alors du coréen, je crois que oui. De mémoire, oui, on a du coréen. On a un peu de coréen, pas beaucoup. Mais on a un peu de coréen. Je pense que c'est le même supplément Ars Magica qui était des promesses, un truc de découverte, et que donc de quelques pages, et que des fans ont traduit en plein de langues. Donc on l'a en polonais, on doit l'avoir en coréen, et c'est peut-être lui qu'on a un interlingua. Genre super de cœur, c'est coréen aussi. Oui. Qu'est-ce qu'il parle des coréens? C'est le seul truc qui est. Mais bon, il y a plus de 10 000 fiches dans le droit, je ne t'entends pas les connaître par cœur. Oui, je sais, je sors, tout ça. Mais bon, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez un truc... à une époque, on avait beaucoup de fiches par un biais tout simple. Bon, quand on a changé le grog, on a fait le site, il y avait la possibilité de s'inscrire, de se créer un profil et de répertorier toute sa collection. Le nombre de ceux qui ont fait « Ah, vous faites chier les gars, il y a un jeu, il est dans ma collection et je ne peux pas le cocher parce que vous n'avez pas la fiche. Donc je vous la fais la fiche. » C'est bien mon gars. C'est le piège. Mais oui, vous pouvez rentrer toute votre collection sur le blog et rentrer dans un concours de... Voilà, c'est qu'à la plus grosse collection. D'ailleurs, pour l'anecdote, le premier soir, on a mis en ligne le nouveau site, il a planté. Il plantait toutes les demi-heures. Là, il ne tenait pas la charge en fait. Les admins ont dû, enfin les programmeurs ont dû se débrouiller dans la nuit pour trouver une solution. Il ne tenait pas la charge et quelqu'un a dit, mais je sais ce qui se passe, il y a Patrice Mermot qui rentre sa collection. Pour avoir dormi l'an dernier dans la collection de Patrice Mermot, qui remplit une pièce entière, mais juste tous les murs, plus des piles sur le sol jusqu'à hauteur d'homme, partout. Et vous dormez au milieu de ça, c'est impressionnant. Et il y en a encore dans l'escalier et ailleurs. Oui, c'est crédible. S'il rentre sa collection, il fait péter la base. Je pense, il dit lui-même que le nombre de jeux non répertoriés par le grog qu'il détient, c'est un nombre à 3 chiffres. Il n'a même pas de liste à sa propre collection. Et pendant de nombreuses années, il achetait systématiquement tout. Point. Après, il s'est calmé, il achetait systématiquement le livre de base, les suppléments, si le livre de base, je l'ai. C'est tous les livres de base. Voilà, mais vous pouvez en discuter, il est là. C'est le troisième du grog qui est là, c'est Patrice Mermot. Il est là, oui, il existe. Est-ce que c'est toujours le premier site de jeux de rôle français en termes d'accès? Je ne sais pas, notre fréquentation, d'après Google, je crois que ça dépasse les 1000 par jour, les 1000 visiteurs par jour, mais je ne sais pas ce que font les autres sites. Je crois qu'il y a 200 à peu près. Pas de gens, mais peut-être. Donc normalement, oui, voilà, on a, d'après les calculs Google, c'est du genre 1000 visiteurs uniques par jour, et donc voilà, une moyenne de 30 000 par mois à peu près. Mais comme je ne sais pas pour les autres sites, je prête. Mais voilà, on a de la fréquentation. Et puis, Et il y a eu des jumelages ou pas avec des versions anglaises il n'y a pas vraiment de version anglaise. Il y a un truc qui s'appelle rpg.net, quelque chose comme ça, je non, c'est ça, mais qui est affiché pareil. Quoi. Ouais, qui est pas du tout du même genre, ne serait-ce que parce que souvent la description c'est la 4e de couverture. Alors que nous c'est arrivé, mais c'était un accident. Non, mais c'est ça différent, en fait, à l'échelle mondiale. Je crois que le grog reste la plus grosse base en termes de qualité, vraiment la base elle est faite, mais dans une langue qui à l'échelle mondiale n'est pas bien jouée. Oui, alors c'est arrivé qu'on reçoive des mails de quelqu'un nous disant, un américain nous disant je ne trouve pas la version anglaise du site. Ouais, c'est-à-dire que comment dire, il y a 10 000 pages de texte à traduire, donc non, on ne peut pas. C'est mal de penser à ça. Mais voilà. À moins qu'il y ait un grog anglais qui s'occupe de tout. Ouais, mais ils ont un sacré retard à rattraper. Là, ça s'est constitué année après année. Là, c'est un peu fou à traduire. Mais bon, oui. Vous êtes combien derrière le grog officiellement dans l'association? Là, c'est très. Les administrateurs réellement actifs, genre
5. Des programmeurs, 2 dont un sur le départ. En tant que président, c'est un de mes gros soucis, c'est si on perd le savoir-faire, il faut savoir que ce n'est pas un logiciel du e-commerce ni un logiciel libre, c'est un logiciel qui a été fait pour le GROG par des programmeurs du GROG de l'époque, dont déjà un est parti et un autre va partir tôt ou tard. Donc ça complique les choses, par exemple pour l'entretien, si quelqu'un qui veut s'y intéresser, il faut d'abord qu'il apprenne comment ça marche, qu'il apprenne les technologies, qu'il apprenne comment ça marche. Et on a quelques-uns qui ont voulu nous aider puis qui ont abandonné tout de suite. Parce qu'on n'a pas pris une technologie existante, genre le wiki, ils ont fait leur propre truc. Bon, en même temps, ça a servi, à ceux qui ont fait ça, ça a servi de projet à d'études parce qu'il était déjà dans le boulot, mais il y en a un qui s'est fait embaucher comme ça facilement, à Montréal, Thomas, parce qu'il est arrivé chez un employeur potentiel en lui disant je viens de m'occuper de transférer une base de telle technologie à telle technologie, de faire tout le truc qui va avec. Mais qui m'a dit c'est exactement ce que vous allez faire chez nous, je vous embauche. Donc voilà, pour eux c'était positif, mais pour nous après c'est le problème de l'entretien et après, à part ça, on a une demi-douzaine de gens qu'on appelle les sous-offres, parce qu'à l'intérieur du GROG c'est un vaisseau spatial, Aram. Et donc il y a les sous-offres qui par exemple peuvent corriger pas mal de choses, mettre en ligne pas mal de choses, qui n'ont pas autant de droits que les admins. Il y en a une demi-douzaine qui font principalement alors qui font des fiches et puis qui font de la correction, de relecture et de correction de choses, des choses comme ça. Et puis, voilà quoi, hein, les vrais actifs, c'est ça. Après, n'importe qui peut nous envoyer une fiche, mais les gens peuvent nous envoyer une par an. Moi, quand j'ai commencé, le GROG existait depuis des années, je me suis énervé parce que je trouvais que Donjons et Dragons était sous-estimé dans le GROG. Donc j'ai envoyé une fiche Donjons et Dragons. La suivante, je l'ai envoyée 1 an après. Et Thomas, qui est celui qui m'a fait rentrer plus tard, et qui était un copain, m'a écrit en rigolant en disant et alors quand est-ce que tu en fais plus d'une par an de fiches? Bon, plus tard je me suis rattrapé, une période Fisher fou, j'en faisais envoyer une par jour. Les fiches que je m'étais lancées, j'ai submergé la passerelle du GROG, une fiche par jour. Mais voilà, après on est dépendant de quand est-ce qu'on tombe sur quelqu'un qui a envie de faire plein de fiches, et puis à un moment il s'arrête, il faut qu'il y en ait un autre. Les services de presse, il faut les ficher, donc on cherche des volontaires, et puis si on n'en trouve pas, on est des volontaires nous-mêmes. Surtout, je pense qu'on va faire peur aux gens. Moi, je vais en faire 5 ou 6. Trucs genre Super Bakes, Almabrea, du bon gros underground bien gras, quoi. Mais voilà, on ne signe pas pour la vie, quoi. Tu fais ça quand t'as le temps. C'est un peu de structure, il faut faire ça un peu proprement au début. Si vous êtes habitué à écrire comme un fou, il faut se calmer un peu, c'est pas une critique. C'est très neutre, c'est très factuel. Oui. Mais c'est la même chose qu'orchidée et n'importe quel bénévolat ou quoi. Vous n'êtes pas obligé de signer à vie. Vous pouvez un petit coup de main, faire quelques fiches et ça rend service à tout le monde, quoi. C'est ça qui est génial, c'est que c'est central, c'est visible pour tout le monde et disons qu'on est il y a 2 grands modèles pour les trucs type encyclopédique. Il y a le modèle wiki où, en théorie, dans le modèle pur d'origine, c'est par le débat entre tout le monde que naît le résultat. Et maintenant, Wikipédia se rend compte que ça pose problème et commence à avoir des super utilisateurs qui ont des droits et qui peuvent contrôler les autres. Et puis il y a le modèle encyclopédie classique, où vous avez un comité de rédaction qui fait tout, qui filtre tout. Nous on était un peu entre les deux, c'est-à-dire n'importe qui peut poser une fiche, mais il y a un comité de rédaction qui coiffe et qui met en forme. Donc c'était pas du Wikipédia, c'était pas non plus un système où on aurait tout décidé nous-mêmes. On est entre les deux. Et finalement, je trouve que Wikipédia, au fur et à mesure qu'il commence à avoir des problèmes de guerre d'édition, etc., ils finissent par se rapprocher d'un modèle où il y a un comité de lecture qui coiffe, quoi. Parce qu'il y a des domaines où c'est pas, des domaines polémiques, par exemple, sur Wikipédia, c'est pas possible de laisser en libre accès des pages sur le conflit israélo-palestinien, sinon toutes les 2 minutes, littéralement, il y a quelqu'un qui efface tout et qui met son texte tout préparé, et puis le gars d'en face arrive et... Non, donc ils sont obligés de bloquer ça, ils sont obligés de choisir des utilisateurs qui ont des droits particuliers, etc. Nous, on le fait d'origine. Alors après, ça fait du boulot pour nous, parce qu'on relie tout, et puis une fois qu'on a tout relu, enlevé toutes les fautes d'orthographe et qu'on l'a mis en ligne, il y a Hervé, le père du monsieur, c'est pour ça que je le regarde, qui repasse derrière et qui enlève encore des fautes d'orthographe. Et alors quand une fois dans votre vie, vous enlevez une faute d'orthographe sur un texte d'Hervé, vous êtes très fiers. Sur le thème, c'est le même problème, c'est-à-dire qu'on a 12 auteurs réellement actifs et on a 3 correcteurs et demi, c'est-à-dire des gens qui ont le droit de modifier les textes directement. Ouais. Alors nous la règle qu'on a fixée il y a un certain nombre d'années, c'est
aucun d'entre nous ne met en ligne directement ce qu'il a écrit. Même moi, si j'écris, je ne mets pas en ligne. Je mets en attente et quelqu'un d'autre relit et met en ligne. Donc on se contrôle tous mutuellement. Mais ça, c'est transparent pour le Pékin moyen. Il fait une fiche, il a un jeu qui n'est pas fiché. Il fait la fiche, enfin, il nous écrit pour nous dire je voudrais faire une fiche, on lui envoie un maître d'emploi, il envoie la fiche et après nous on se débrouille. Sur le net, c'est un peu différent, c'est-à-dire que les gens qui ont le droit de rédacteur ne peuvent pas publier en ligne, mais être soumis à l'obligation. Voilà. Et alors, dernière chose, c'est que je vais souvent aux conventions pour représenter le GROG, et donc je m'occupe souvent de faire un compte-rendu des conventions, qui n'est pas forcément tout à fait fidèle à la réalité. Vous pouvez vous trouver affecté de tares diverses et variées, de commentaires variés, voilà, On a le droit de faire des critiques des comptes rendus de convention. Il n'y a pas de place pour de critiques là-dessus. Mais voilà, je peux qualifier l'un d'entre vous de je sais pas moi, de célèbre pédophile suisse ou... Non, on peut pas. Ouais, j'ai retiré ma fiche d'auteur des GROG, donc c'est bon. Le premier d'entre vous qui me demande Fatal, par exemple. Donc voilà, c'était juste pour dire. Merci. Et donc, Alors, oui, merci. Donc, juste un petit mot, merci aux intervenants déjà, c'était vraiment un super plaisir d'avoir des conférences de cette qualité. Merci à vous.